Bonjour, Alain Dorieux, je suis là au nom d'Espul, mais je suis aussi un professionnel du bâtiment. J'ai une question sur la ventilation naturelle assistée concernant les immeubles de moyenne hauteur. Vous nous avez parlé des immeubles de 3-4 étages ou des immeubles de 12 étages. Est-ce qu'on n'a pas des pertes de charge sur les conduits qui commencent à être un peu longs, mais pas très très longs? Et est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre entre les différents appartements? Alors, en fonction des usages, bien évidemment. Moi, vous avez un locataire au dernier étage qui ouvre grand ses fenêtres tous les jours, et puis ceux du dessous se plaignent de ne pas avoir de ventilation. Tout à fait. Donc effectivement, il y a deux solutions pour un mètre d'ouvrage. Effectivement, vous avez raison, plus il y a de tirage thermique, et comme j'ai expliqué, plus le bâtiment est haut, plus vous avez du tirage thermique en bas et moins vous en avez en haut. La première solution pour le mètre d'ouvrage, c'est mettre les familles nombreuses en bas et les personnes seules en haut. Sinon, il y a une deuxième solution, et c'est pour ça qu'on utilise la technologie hydro-réglable, parce que la solution, c'est de moduler le débit en fonction de la présence et en fonction de l'occupation. Donc, je prends un exemple tout simple, on est en plein hiver, vous êtes dans votre logement, vous êtes tout seul, donc il y a peu d'humidité dans le logement, il y a peu de pollution dans le logement, les entrées d'air et les grilles d'extraction vont être en position fermée, et on va freiner les moteurs naturels. C'est-à-dire qu'effectivement, on va les empêcher d'agir. A contrario, vous êtes tout seul, vous êtes au dernier étage, vous recevez des amis, qu'est-ce qui va se passer? Le taux d'humidité, la pollution va monter dans le logement. À ce moment-là, les grilles et les entrées d'air vont s'ouvrir. Et vont s'ouvrir en grand, puisque la section de passage d'une grille d'extraction en ventilation naturelle, c'est de l'ordre de 75 cm². Donc c'est 2 fois ou 3 fois plus qu'une bouche de VMC. Bien évidemment, derrière, on n'a pas la même pression, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'en ventilation naturelle, on a une pression comprise logiquement entre 3 pascal et 10 pascal. Alors que derrière une bouche autoréglable, on a 50 pascal, et derrière une bouche hydro-réglable, en VMC, on a 80 pascal de mémoire. Donc voilà. Donc on n'est pas sur les mêmes niveaux de pression, donc forcément, on est obligé d'avoir des sections de passage plus grandes. Et donc c'est en jouant sur la section de passage, pardon. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un boiseau qui fait 200-200, donc 400 cm². Donc pour extraire 45 mètres cubes, alors, c'est vrai que vous faites bien de poser la question parce qu'il y a une chose importante en ventilation, en réhabilitation, c'est qu'on travaille sur les débits de base et non pas sur les débits de pointe. C'est-à-dire que le débit de base dans une cuisine, c'est 45 mètres cubes. Le débit de base dans une salle de bain, suivant les logements, c'est 30. Et puis dans les WC, c'est 15 ou 30. Donc on n'a pas effectivement le double débit cuisine qu'on a en VMC avec des débits de 135 mètres cubes ou 120 mètres cubes. Donc ça réduit un peu le renouvellement d'air et donc ça permet bien d'utiliser le conduit. Autre piste, c'est que quand on est en hydro, vous avez comment on appelle ça? On n'a pas de Enfin, on va moduler en fonction du logement. Donc ça veut dire que peut-être que le logement du 2e étage demandera beaucoup de débit, mais celui du 3e ou du 4e en demandera moins. Donc vous avez pas tout le débit en même temps dans le conduit. Hein, donc ça permet effectivement de moduler. Par contre, effectivement, si vous avez oublié le pied de conduit, là vous risquez d'avoir des soucis par contre. Si vous oubliez le pied de conduit, c'est-à-dire si vous avez une section de passage en bas qui est trop importante, effectivement là vous aurez votre conduit qui sera saturé et vous extrairez beaucoup moins. Alors personnellement j'en aurais une, elle concerne les entrées d'air. Puisque vous avez si j'ai bien compris, des sections plus importantes, ça veut dire que vous êtes plus sensible à la pression du vent. Or la pression du vent sur une façade risque de transformer vos entrées d'air en choses désagréables pour les occupants. Voilà. Alors, c'est une bonne question. Donc, comme je le disais, chez Actis, on fonctionne en hydro. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va moduler la section de passage des grilles et des entrées d'air en fonction de l'occupation. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une section supérieure en total, on n'aura pas toujours cette section-là d'ouverte. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que quand on aura de la pollution dans le logement, les entrées d'air seront plutôt en position ouverte et là effectivement il va rentrer de l'air dans le logement et quand elles seront en position fermée, il rentrera moins d'air dans le logement. Maintenant effectivement il y a un phénomène, quand on dépasse le R+4, R+5, on a un phénomène de surpression sur les façades. Donc là, en ce qui nous concerne, on a un auvent autorégulant. Donc c'est un auvent qui permet de freiner la force du vent avant l'entrée d'air. Parce qu'effectivement, si vous prenez pas de précautions et si vous êtes, je pense notamment sur le littoral atlantique ou sur le littoral de la Manche, quand vous avez du vent, si vous mettez rien, les entrées d'air peuvent siffler en fait, hein, parce que
la section fait que la force du vent et le débit qui s'engouffre dans l'entrée d'air provoque des sifflements. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensiez. Mais... La vallée du Rhône est aussi connue pour avoir pas mal de vent. Voilà. D'accord, ça souffle aussi. D'accord. Donc voilà, donc il y a possibilité de mettre des accessoires pour freiner la force du vent. Après, effectivement, si on est, et enfin, j'ai pas de souci, j'ai pas de problème avec ça, hein, si on est sur des zones super ventées, ça peut être justement l'occasion de mettre un système double flux. Hein. Parce que à part un système double flux, même si vous mettez une VMC auto, hydro, ce que vous voulez, s'il y a trop de pression sur les façades, vous aurez forcément des désagréments. Et c'est vrai que les gens, ils vont boucher les entrées d'air et on n'aura pas gagné. Donc effectivement, ce cas de figure peut être la bonne occasion de promouvoir un système double flux. Hein. Mais cet accessoire, il est visible en façade. Ça fait une proéminence, quelque chose. Oui, c'est comme un auvent. C'est comme un auvent standard en fait. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 cm, 2 cm et demi sur la longueur de la mortaise. Et il y a une espèce de volet, une membrane en silicone à l'intérieur et qui résiste à la pression du vent en fait. Oui, en quelque sorte. Ouais. Bonsoir. Sauf erreur ou inattention de ma part, vous n'avez pas répondu à les questions sur la condensation dans les conduits, dans les combles. C'est vrai. Donc en ventilation naturelle et hybride, la condensation, il y en a forcément. Sur la partie, alors normalement le conduit il est quand même en zone chauffée pendant tout son cheminement dans le bâtiment. Il y a effectivement au niveau de la sortie en toiture, en terrasse, que là effectivement il y a un bout qui est pas isolé, qui est soumis aux condensations. Donc à l'intérieur du conduit on a de l'air à 20 et quelques degrés. Si on a à 4-5 degrés dehors, effectivement il y aura condensation. Dans les conduits maçonnés, la condensation c'est pas gênante. Elle coule le long du conduit maçonné et elle finit sa course en bas du conduit. En ce qui concerne la ventilation basse pression, hein, de même qu'au niveau de la VMC, il pourrait être effectivement intéressant d'isoler les conduits. Souvent c'est trop cher. Donc, Madame Banquila me corrige si je me trompe, mais dans les DTU, il est prévu qu'il y ait une pente au niveau du réseau, de façon à ce que les condensations aillent dans le ventilateur, et au niveau du ventilateur, il y a une évacuation des condensations. Donc je suis d'accord, l'idéal ce serait de mettre des conduits isolés, mais on peut aussi, en respectant le DTU, répondre à cette problématique des condensats. Bonjour, Jean-Christophe Ferry, bureau d'études Facteur 4. Vous avez parlé du côté pratique pour la rénovation, mais qu'est-ce qu'il en est de la performance dans du neuf ? Alors, aujourd'hui, les systèmes de ventilation naturelle, hybridée, basse pression ne sont pas prévus pour le neuf. L'objectif, c'était, quand ils ont été développés, l'objectif, c'était la réhabilitation des bâtiments existants. Donc, il y a deux handicaps. Il y a l'handicap du débit de pointe, parce que comme je le disais, les systèmes de ventilation naturelle hybride sont des systèmes souvent qui sont basés sur le débit de base. Donc, pour faire du neuf, il faut avoir le débit de pointe cuisine, hein, donc 105, enfin 90, 105, 135 en fonction des logements. Et la deuxième problématique, c'était la sécurité incendie, puisque dans les bâtiments neufs, les ventilateurs sont classés C4, donc ils sont prévus pour fonctionner 400 degrés pendant une demi-heure. Et en ventilation naturelle hybride, les systèmes n'avaient pas ce type de classement. Alors, c'est en train de changer, hein, puisque effectivement, on a un nombre grandissant, même s'il reste petit, de bureaux d'études et d'architectes qui nous sollicitent pour le neuf. Et là, je parle pour l'ensemble de mes confrères. Hein, on a tous des opérations expérimentales en cours en neuf. En ce qui nous concerne, on en a une sur Tris-Saint-Léger dans le Nord. Donc, c'est 35 logements qu'on a équipés d'un système de ventilation hybride. Donc, c'est pour le maître d'ouvrage, la SIA, donc dans le Nord. Et en fait, on va engager une campagne d'instrumentation à partir de novembre 2014, une campagne d'instrumentation donc de novembre 2014 à novembre 2015, pour justement valider la performance énergétique, la qualité d'air, l'évacuation des polluants et tout ça. Et donc, à la suite de cette expérimentation, eh bien, effectivement, on s'engagera pour l'obtention d'un avis technique ou d'une appréciation technique expérimentale afin de pouvoir commencer à proposer ce système dans le neuf. Mais comment vous avez traité la sécurité incendie ?
En travaillant sur notre ventilateur, donc on a un ventilateur qui est catégorie 4. Hein, donc on a simplement modifié la construction de notre ventilateur. Vous avez vu comment il était fait celui-ci. Hein, c'est-à-dire vous avez le ventilateur et le moteur, c'est monobloc et c'est dans le fût. Là sur le ventilateur C4, le moteur a été mis dans la tête du ventilateur en fait, et on a une plaque qui permet effectivement qu'en incendie, de pas dégrader le moteur en fait. Donc on a un ventilateur C4 et on a travaillé aussi sur une génération de bouches. C'est le système Hélice Premium qui est dans le hall, hein, qui est présenté dans le hall. Donc les bouches, les nouvelles bouches ont aussi la possibilité d'atteindre le débit de pointe. Hein. Donc notre système est quasiment abouti pour le neuf. Hein. Il nous faut juste l'autorisation de mise sur le marché. Pardon, excusez-moi. Oui, j'aurais aimé des précisions sur la quantité de renouvellement de l'air en volumeur avec le système hybride. Qu'on est près de 0,50, supérieur, inférieur. Comme je le disais, on est sur les débits de base de Mars 82, c'est-à-dire 30 mètres cubes en salle de bain, 15 mètres cubes en WC et 45 mètres cubes en cuisine. Donc je ne sais pas ce que ça représente en termes de volumeur. Parce que c'est vrai qu'on me pose rarement la question de cette façon-là. Donc, mais voilà, on est sur les débits, les renouvellements habituels, quoi, en quelque sorte. Hein. Oui, je voudrais juste revenir sur la problématique liée au gaz et donc effectivement aux appareils non étanches. D'une part, la chaudière, mais aussi des fois des gazinières. Quand on avait initialement une ventilation pièce par pièce, donc dans ce cas-là, la cuisinière, la plupart du temps dans la cuisine, donc effectivement une entrée haute et une entrée basse. Et donc je travaille à l'Agence locale d'énergie et du climat à Grenoble, et on a des maîtres d'œuvre qui nous disent que dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit, qui en tout cas refusent de boucher l'entrée basse. Alors, est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit? Si oui, à quelles conditions? Notamment sur les surfaces d'entrée d'air dans les pièces sèches. Et est-ce que le fait que on ait éventuellement quelque chose d'électrique, mais quand même avec une gazinière à gaz pour X raisons, est-ce que la gazinière, elle, compte comme une chaudière ou pas? Alors, on ne traite pas la gazinière et la chaudière de la même façon. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un cahier des charges. Alors, je parle encore une fois en fonction de ce que je connais, c'est-à-dire les produits actifs, mais ça doit être aussi vrai chez nos camarades. Ouais, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. On a un cahier des charges, en fait, et dans ce cahier des charges qui est approuvé par un bureau de contrôle qui s'appelle Socotec, pour pas le nommer, en fait, on a deux typologies d'installation en fonction de présence ou pas d'appareil gaz dans le logement. Donc, si vous avez un appareil gaz raccordé, on va travailler avec des sections d'entrée d'air de 11 cm², 17 cm² de section mini-maxi, avec un certain nombre d'entrées d'air dans le séjour et dans les chambres. Et si on n'a pas d'appareil à gaz, on va basculer sur des entrées d'air de 11... ouais, j'ai dit une bêtise. C'est 11,35 quand il n'y a pas d'appareil à gaz raccordé, et c'est 17,35 quand il y a des appareils à gaz raccordés. Parce qu'en fait, la TGB 84 nous impose une section minimale d'entrée d'air s'il y a présence d'appareil à gaz raccordé ou s'il n'y a pas présence d'appareil à gaz raccordé. Donc quand il y a un appareil à gaz raccordé, c'est 101 cm², et c'est un peu moins, ça doit être de mémoire encore 70-80 quand il n'y a pas d'appareil à gaz raccordé. La gazinière n'est pas considérée comme un appareil à gaz raccordé. Donc elle rentre dans le scope de la ventilation naturelle. Et comme on doit le balayage, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, comme on doit le balayage, c'est-à-dire les entrées d'air dans les pièces de vie et l'extraction dans les pièces techniques, eh bien, voilà, et que tout ça fait l'objet d'un cahier des charges validé par Socotec, le maître d'ouvrage, enfin, ou la personne qui conseille le maître d'ouvrage, est dans l'erreur. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement supprimer et condamner la prise d'air en façade. Alors, on traite effectivement les B11BS de maximum 23 kg. Hein. Donc B11BS, ça veut dire qu'il y a un petit accessoire dont j'ai oublié le nom, qui fait qu'en cas de le système spot, voilà, le système spot, et pas Spock. Et en fait, si la chaudière le tirage de la chaudière est insuffisant, le système va déclencher l'arrêt de la chaudière. Hein. Mais dans tous les cas, effectivement, il faut que le système de ventilation amène le débit minimum de comburation pour l'appareil à gaz. Mais effectivement, si c'est pas un appareil B11BS,
vous pouvez pas et surtout pas la condensation, hein, surtout pas d'appareil à condensation sur des conduits de chaleur ou naturels. Oui, je voulais savoir si les systèmes hybrides pouvaient permettre aussi de réguler en hiver l'effet naturel du vent ou du tirage thermique. Il me semblait que c'était une évolution prévue, mais je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Pour réduire les débits trop importants. En ce qui nous concerne, en fait, c'est les bouches et les entrées d'air qui régulent. Hein, donc c'est vraiment les bouches hygro et les entrées d'air hygro qui vont moduler les débits de passage et donc freiner les moteurs naturels en hiver et favoriser le renouvellement d'air en été. Le ventilateur, lui, il est juste là pour créer dans le conduit le niveau de dépression nécessaire, c'est-à-dire de l'ordre de 10 pascal en fait. Donc c'est pas le ventilateur qui aspire en quelque sorte. Le ventilateur, il crée la dépression dans le conduit, la dépression que l'on cherche à obtenir, et ensuite c'est le jeu d'entrée d'air et de fermeture des entrées d'air et des grilles d'extraction qui va moduler les débits. Justement, c'est peut-être un peu plus en lien avec la première présentation. Au niveau des rénovations dans les écoles, on commence à avoir des gros soucis suite au décret qui est paru sur la qualité de l'air, des mesures qui démontrent qu'il y a des gros problèmes de ventilation. Et comment on peut installer des systèmes dans ces écoles en sachant qu'il est difficile de mettre des conduits? Et alors il y a certains constructeurs qui proposent des unités de ventilation qui font double flux, entrée d'air et extraction à ces niveaux-là, mais je me demande dans quel cadre ça répond au RSDT. Ouais. En fait, il existe des systèmes de ventilation individualisés qu'on va utiliser dans les écoles. Et c'est ces systèmes-là qui vont être installés dans les écoles en remplacement de l'ouverture des fenêtres qui se fait encore beaucoup. Et d'un point de vue du règlement sanitaire départemental, les systèmes que je connais, ils répondent justement aux exigences de débit. Ça, c'est toujours possible de le respecter. Ce qu'on fait, c'est que on avait une réalisation en région parisienne. Ce qu'on avait conseillé, c'est de faire repartir le conduit et le faire remonter pour justement ne pas avoir cette position des 8 mètres entre entrée et sortie d'air. C'est pas forcément esthétique, mais... Oui, je voulais revenir sur la régulation des débits en hiver naturel qui peuvent être parfois très importants. Donc vous avez dit qu'effectivement, dans ce cas-là, l'hybride, elle jouait aucun rôle et que c'était l'hygro qui jouait. Ceci dit, s'il y a un tirage thermique très très fort, on peut avoir une dépression très importante. Et si la bouche hygro est faible, on risque d'avoir des sifflements parce que du coup, ce qui va jouer, ça va être la vitesse. Est-ce que c'est des cas qui se présentent ou pas? On n'a pas j'ai pas en mémoire de cas où on a eu un niveau de dépression tel qu'on a dû intervenir sur les bouches ou les entrées d'air. On a eu des cas effectivement où on avait des sifflements sur les entrées d'air dans des zones un peu ventées. Et là, donc, la réponse est effectivement de mettre un accessoire pour freiner un peu ça. Mais au niveau de la force du tirage naturel, on n'a pas de sifflement au niveau des grilles d'extraction. Hein, on est quand même sur des vitesses d'air qui sont très basses. Même si on a un gros tirage naturel, on dépasse pas la capacité de la bouche à gérer ce genre de dépression. C'est une question, je pense, pour Madame Bianchina. Plus, si on devait comparer à deux installations de qualité équivalentes en rénovation, des trucs bien faits, une ventilation simple flux hydro-réglable et une ventilation naturelle hybride, par exemple, laquelle apporterait le plus de gains sur la consommation énergétique finale? Oh, la question piège. Alors déjà, elle est hygro dans les deux cas? Ah, une pas hygro et l'autre hygro. Ah, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est vrai, je vous en ai pas trop parlé au niveau des consommations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait le calcul global des consommations, il y a la consommation électrique du ventilateur et puis la consommation par déperdition, par renouvellement d'air. Le poids entre les deux, c'est largement plus les déperditions d'air, de l'ordre de 70% par rapport à la consommation du moteur. Donc, si vous comparez de l'hygro par rapport à de l'autoréglable, vu que la place du moteur est faible, j'aurais tendance à dire que ça sera plutôt la ventilation mécanique hygro-réglable qui le remportera, quoi, au niveau du gain des consommations.
Alors après, si on compare deux hygros, donc du coup deux systèmes équivalents, cette fois-ci au niveau des déperditions par renouvellement d'air, là c'est fort possible que ça soit plutôt la ventilation statique qui va le rapporter, parce que il n'y aura pas cette différence du ventilateur en fait. Pour compléter un peu les propos de Mme Bianchina, en fait, ce qui se passe en ventilation naturelle hybride, c'est que vous avez une déperdition un petit peu plus importante sur le renouvellement d'air. C'est-à-dire qu'on a tendance, en ventilation naturelle hybride, à moins maîtriser la partie déperdition d'air. Ça ne veut pas dire qu'on la maîtrise pas, on la maîtrise moins. Par contre, effectivement, le gain se fait sur la consommation des auxiliaires, parce qu'un ventilateur comme ventilateur hélice, par exemple, c'est 16 watts. Donc c'est 0,04 watts au logement, sur un empilement de 7 logements, alors que la réglementation concernant la consommation des auxiliaires, c'est 0,25 watts. Donc on est, je n'ai pas fait le calcul, mais on est X fois moins important en termes de consommation. Donc le gain se fait beaucoup au niveau des auxiliaires, hein, pour un niveau de performance sensiblement équivalent, dans tous les cas qui ne vous empêche pas d'obtenir un label Cercal, un label Promotelec, un BBC ou des choses comme ça. On a un certain nombre de références. Je pense notamment, celle qui me vient directement en tête, c'est les Aubépins à Chalon-sur-Saône avec l'OPAC 71, où on a fait du BBC avec un système de ventilation naturelle. Hein, parce que la performance du bâtiment, c'est un peu la ventilation et puis c'est aussi un peu tout le reste. Hein. Donc ça dépend aussi de la performance de l'isolant. Ça dépend déjà aussi de la performance du bâtiment, la performance intrinsèque du bâtiment, hein, de quel niveau on part. Et puis ensuite, il faut intégrer tous les composants, l'isolation, les menuiseries, la ventilation et ainsi de suite. Mais les systèmes de ventilation naturelle et hybride n'empêchent pas d'obtenir les labels concernant la performance des bâtiments. Oui, Madame, on dit que la VMC est hydro-réglable, ou bien peut-être naturelle aussi, hein, n'est pas suffisante vis-à-vis des composés organovolatiles. Alors qu'en pensez-vous? C'est logique. Parce que, en fait, il faut bien savoir que quand on a une modulation de débit, c'est lié, en fait, à un polluant précis. L'hydro-réglable, ça regarde, en fait, le polluant qui est l'humidité. Donc ça va pas combattre vis-à-vis du CO2, ça va pas combattre vis-à-vis du COV. Et c'est vrai qu'il y a, d'ailleurs c'est ce qu'on a bien marqué sur les recommandations RAGE, parce que les professionnels nous avaient demandé de le rajouter, qu'en fait, la ventilation hydro-réglable capte vis-à-vis de l'humidité, mais ne va pas regarder du tout les dégagements vis-à-vis du COV. Dans ces cas-là, il faut un détecteur de COV. Qui existe en tertiaire, mais qui n'existe pas en habitat, mais qui pourrait exister en habitat. Après, on peut s'interroger, est-ce que c'est le rôle de la VMC, est-ce que c'est le rôle de la ventilation d'évacuer les COV? Est-ce qu'il ne faut pas travailler à la source et faire en sorte que les matériaux qu'on utilise dégagent un minimum de COV? Parce que le problème, c'est qu'on cherche le renouvellement d'air et la performance énergétique, et plus on va augmenter les débits de ventilation, plus on va ramer pour atteindre la performance énergétique. Donc, en ce qui concerne Actis, on milite pour effectivement qu'on prenne en compte les COV à la source, et non pas c'est un peu le principe de l'étiquetage. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là qu'on y va. C'est mieux de limiter à la source le polluant plutôt qu'une fois qu'il a été émis, après l'évacuer. Non, maintenant l'étiquetage, on vous en avait pas parlé là, mais maintenant vous avez les produits sur lesquels vous allez avoir le même étiquetage que d'un point de vue énergétique avec les ABCD, et systématiquement ils vont vous donner l'étiquette du polluant le plus pénalisant, qui a le dégagement du polluant le plus pénalisant. Pardon? Oui, du fabricant. Du fabricant, ça existe déjà, hein. C'est pas du normé, non, c'est pas du normé, oui. Ouais. Oui, Madame Bianchina, c'est une question pour vous, parce que j'ai déjà eu un élément de réponse de la part de Monsieur Jaillet tout à l'heure. La différence, le gain énergétique qu'on peut attendre d'une hygro B par rapport à une hygro A. Parce que ma réflexion, c'est de dire, dans les deux cas, on extrait un certain volume, il y a un certain renouvellement d'air, et ce qui rentre dans un logement, c'est ce qui sort. L'hygro B ne faisant que répartir différemment
entre les pièces selon leur occupation, les débits entrants, on a dans les deux cas toujours la même quantité d'air qui rentre. Et du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi parfois on lit que l'hydro B est plus performante sur le plan énergétique que l'hydro A. Donc j'aimerais avoir votre avis. Dans les avis techniques, vous avez plusieurs choses qui sont données, et notamment ce qu'on appelle le CVREP, le débit qui va vous servir à faire les calculs de déperdition. Et le CVREP n'est pas du tout le même, suivant que vous soyez en hydro A ou suivant que vous soyez en hydro B. Alors comment ils sont déterminés, ces coefficients de débit déperditif, par des scénarios d'occupation qui sont faits par le CSTB au travers d'un logiciel qui s'appelle le logiciel Sirène. Et dans ces scénarios d'occupation, alors ils rentrent qu'on va prendre 3 douches, qu'il y a 4 personnes qui l'utilisent, qu'il y en a une autre qui va être dans une pièce. Donc il y a tout un scénario d'occupation qui est donné. Et à scénario équivalent, on va consommer davantage avec un hydro B qu'avec un hydro A. Pour vous dire, là j'ai un transpa. On va consommer, je sais pas ce que j'ai dit, mais on va consommer davantage avec un hydro A qu'avec un hydro B. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que quelque part, l'hydro A, à un moment donné, va extraire une certaine quantité d'air. Bon, mettons 150 mètres cubes. D'accord ? Quand on met un hydro B, l'extraction est toujours la même. On est d'accord ? Non, c'est pas la même. Attendez, hydro B, ça veut dire juste qu'on met des entrées d'air hydro-réglables, mais qu'on a gardé des extractions hydro-réglables. Oui, tout à fait. Mais ce que vous allez avoir, c'est que même au niveau des systèmes, il faut comparer au niveau des différents systèmes des constructeurs sur les avis techniques. Vous n'avez pas forcément les mêmes bouches qui sont utilisées quand on est en hydro A et quand on est en hydro B. Et ce qui est important, c'est de regarder les déperditions globales au niveau de l'ensemble du logement, puisque vous allez avoir en hydro A, vous allez avoir en permanence une entrée d'air à partir du moment où la bouche d'extraction hydro va solliciter un besoin d'extraction. Alors que quand je suis avec de l'hydro B, c'est pas comme ça que ça va se fonctionner. Ça va regarder aussi l'humidité que vous allez avoir dans les pièces principales. Là, j'ai sous les yeux les consommations énergétiques qu'on avait fait dans un immeuble collectif. Pour de l'hydro A, j'en étais par an à 24 455 kWh. Pour un hydro B, j'en étais à 21 290, avec une proportion plus importante, comme je vous disais, pour le déperditif par rapport aux consommations du moteur, qui sont les mêmes, parce que très souvent c'est le même ventilateur qui va être utilisé. Donc ça, c'est en collectif. On avait fait la même chose parce qu'il faut prendre à chaque fois des scénarios qui sont précis. Donc là, on l'avait fait pour une maison de 100 mètres carrés avec 4 personnes. Pour de l'hydro B, je l'avais à 3235, et pour de l'hydro A, je l'avais à 3825. Donc, vous voyez, à chaque fois, les consommations qu'on a pu remarquer en hydro A sont toujours supérieures à celles qu'on peut remarquer en hydro B. Et ça s'explique de toute façon, si vous prenez sur un même avis technique, en général, vous avez l'hydro A et l'hydro B. Et à chaque fois, le débit déperditif, il est toujours plus élevé en hydro A qu'en hydro B. Donc, forcément, pardon. Ah non, en A, il est le CVREP est plus, le débit déperditif est plus important. Donc, du coup, si on déperd plus, ça veut dire qu'on consomme moins. Ouais, ça. Oui, non, mais je suis d'accord, mais du coup, ça veut dire que les bouches d'extraction sont différentes. C'est en fait un système à chaque fois. Que ça soit l'hydro A ou l'hydro B, c'est un système. Et c'est pas forcément les mêmes bouches que vous avez utilisées en hydro A ou en hydro B. C'est pas toujours les mêmes bouches. Non, moi je croyais qu'effectivement, on pouvait installer une hydro A et puis si le cœur nous en disait un an ou deux après, dire tiens, je vais passer en B et puis juste changer les entrées d'air. Il faut regarder. Déjà, il faut regarder si c'est le même industriel. Parce qu'on n'a pas le droit de changer comme ça, prendre d'un industriel et puis le modifier d'un autre industriel. Et c'est d'autant encore pas simple du tout, parce que il faut tenir compte des conditions de foisonnement. Il faut regarder le ventilateur. C'est un avis technique système qui prend en compte vraiment l'ensemble du logement avec le ventilateur. Merci. Et ça, c'est complètement donné. Les bureaux d'études n'ont pas à se casser la tête. C'est vraiment donné par logement le débit déperditif en fonction du système. Et là, quand vous regardez, c'est entre le A et le B,
ben vous aurez toujours un débit plus important déperditif sur le A que sur le B. On peut le calculer sur l'auto aussi, hein, de la même façon. Ça se calcule beaucoup plus simplement parce qu'en IGRO, on est obligé de passer par des scénarios d'occupation, alors que quand on est en autoréglable, il suffit de prendre un scénario en disant j'utilise pendant 2 heures ma bouche cuisine ou 1 heure, suivant qu'elle soit minutée, et sinon tout le restant du temps, je suis en débit mini. Donc c'est la règle des 22/24e ou des 23/24e. Ça, on n'a pas besoin de passer par un avis technique. Les autres, on est obligé de passer par un scénario d'occupation. Mais un même scénario d'occupation entre le A et le B, ben forcément, vous aurez un débit déperditif plus important en A qu'en B.